Le terme théâtre vient du grec théatron et signifie le lieu où l'on regarde. Le théâtre est ainsi avant tout un espace de spectacle. Il est né dans l'Antiquité grecque et il est devenu un genre littéraire qui s'est épanoui de manière diversifiée en fonction des époques. La Grèce antique, le théâtre. C'est à Athènes que pour la première fois des acteurs ont raconté des histoires devant un public lors des fêtes en l'honneur du dieu Dionysos. Il est le dieu de la vigne, du vin et de tous les excès et folies qui vont avec. Dans la mythologie, Dionysos est né d'une liaison entre Zeus et une mortelle, Sémélé. Cette dernière demanda à Zeus de se montrer à elle dans sa toute-puissance, ce qui lui avait été suggéré par une ruse d'Héra, la jalouse épouse du roi des dieux. Zeus fut donc contraint de se montrer dans toute sa splendeur, éclair compris. Aucun mortel ne pouvant supporter cette vision, Sémélé en fut instantanément brûlée vive. Zeus, sachant qu'elle était enceinte, lui ouvrit aussitôt le ventre pour en retirer l'enfant qu'elle portait. Il le plaça dans sa cuisse en attendant le terme de la grossesse. D'où l'expression « se croire sorti de la cuisse de Jupiter » qui signifie être prétentieux, se prendre pour un dieu. Dionysos est donc un dieu festif, accompagné de ses ménades, des jeunes femmes ivres et dévouées au dieu. Lors des fêtes en son honneur, les Grecs portaient des masques et mettaient en scène les divinités liées à la terre ou à la fécondité. C'est de ces cérémonies, chants et danses que vient la pratique du théâtre. Tous les habitants de la cité se réunissent pour assister aux représentations de comédies, des pièces destinées à faire rire le public, ou aux représentations de tragédies, pièces mettant en scène les souffrances des héros de la mythologie. Les auteurs grecs ont écrit quelques-unes des meilleures pièces dramatiques de tous les temps. Le théâtre était un divertissement populaire. Les Grecs allaient d'ordinaire voir les pièces pendant les fêtes et au départ, les pièces de théâtre n'étaient jouées qu'une seule fois. Ce n'est que vers le IVe siècle avant Jésus-Christ que les pièces remportant un concours étaient rejouées. La concurrence était rude entre les écrivains pour faire jouer leurs pièces. Les Grecs ont bâti des théâtres de plein air. Ils étaient construits en demi-cercle et adossés à une colline pour une meilleure acoustique, c'est-à-dire une meilleure perception du son. Le théâtre d'Épidore a par exemple une acoustique remarquable. Les gradins s'élevaient le long de la pente et tous les spectateurs avaient vue sur la scène. Certains théâtres pouvaient accueillir plusieurs milliers de spectateurs. Le principal théâtre d'Athènes était le théâtre de Dionysos, situé sur l'acropole et qui pouvait accueillir jusqu'à 17 000 spectateurs. Le théâtre faisait partie de la cité et pour financer les masques, les costumes, les joueurs de flûte, les acteurs et le chœur, il y avait un impôt spécial que payaient tous les habitants. L'entrée était payante, mais le prix dépendait de la situation du spectateur. Les pauvres entraient gratuitement et ils pouvaient même recevoir de l'argent pour compenser la perte de journée de travail qu'ils avaient passée au théâtre. Tout le monde pouvait venir au théâtre, les mineurs, les femmes, les métèques et même les esclaves. En revanche, ils ne peuvent pas être acteurs, ça c'est réservé aux citoyens grecs. Le théâtre est malgré tout un lieu qui rassemble toute la cité. Les comédiens étaient donc toujours des hommes qui jouaient avec un masque. Ces masques permettent d'identifier le sexe, l'âge ou la place dans la société du personnage joué. Ce n'étaient pas des masques réalistes, mais plutôt symboliques. Ils étaient faits en bois, en tissu, avec de la cire, etc. Il ne reste aucun masque de cette époque, mais on sait à quoi ils ressemblaient grâce aux sculptures et aux peintures. Les acteurs portaient également des costumes matelassés et des chaussures à semelles hautes. Ils étaient au maximum 3 sur scène. On appelle protagoniste l'acteur qui joue le rôle du personnage principal. Il est le seul mentionné sur l'affiche et est le seul acteur connu de la pièce.
Les costumes très voyants et les accessoires différents pour chacun aidaient le spectateur à reconnaître les rôles plus facilement. À l'avant de la scène, il y avait un groupe de figurants, c'est ça qu'on appelle le chœur. Il était chargé de chanter et d'expliquer la pièce au spectateur. Le spectacle avait donc lieu en 2 endroits différents, l'orchestra où se situait le chœur, les danseurs, les chanteurs, et le proskénion où jouaient les acteurs. Les décors étaient symboliques et non réalistes, parfois on les annonçait seulement oralement et c'était aux spectateurs d'imaginer les lieux de l'action. On appelait les gradins le théatron, c'est-à-dire le lieu d'où l'on regarde. Et c'est bien sûr ce mot qui a donné le mot théâtre en français. Les spectateurs s'identifient aux personnages, ils éprouvent les mêmes passions, certains pleurent, rient ou crient. Les tragédies sont ainsi une sorte de nettoyage de l'âme du spectateur, en lui permettant d'évacuer ses passions violentes ou destructrices. Les Grecs appellent ça la catharsis et ça doit rendre les gens meilleurs. Les comédies sont logiquement plus légères, elles se moquent des défauts des hommes et de la société grecque. Il faut rire de ces défauts et en prendre conscience. Des centaines de pièces ont été jouées à Athènes, mais il ne nous est parvenu qu'une quarantaine des œuvres d'Échille, de Sophocle, d'Euripide et d'Aristophane, pour citer les plus célèbres de ces auteurs, alors qu'ils en ont écrit plusieurs centaines. Le voici, celui qui fut un astre et qui s'éteint désormais dans un morne brouillard. Voici le roi majestueux qui régna sur Thèbes. Le mortel qui triompha du Sphinx aux énigmes insondables. Oedipe, le parricide, l'incestueux, celui que toute la Grèce révérait pour sa sagesse, mais qui ne fut pour lui-même qu'un mystère indéchiffrable. Il marche, réduit à l'exil, proscrit. Seule Antigone, sa fille aînée, l'accompagne. Antigone, à la fois sévère et triste. Elle garde la tête haute, insensible aux injures qui accompagnent leur route. Ils cheminent ensemble, l'aveugle guidé par la Vierge. Et quand on les croise ainsi, on croit voir revenir un mort du monde souterrain. La grande prêtresse de Delphes avait prédit un jour à Oedipe le plus effroyable et le plus lamentable des destins. Tu tueras ton père et tu coucheras avec ta mère. Toute sa vie, celui qui devint roi de Thèbes avait tenté de faire mentir l'oracle.
la vérité avait fini par éclater au grand jour. Oui, à son insu, Oedipe avait bel et bien assassiné son père, puis épousé sa propre mère. De cette union incestueuse étaient nés 4 enfants, 2 garçons, Éthéocle et Polynice, puis 2 filles, Antigone et Ismène. En découvrant l'horrible vérité, sa mère, devenue son épouse, la malheureuse Jocaste, s'était pendue. Brisé, Oedipe avait alors arraché les agrafes d'or qui ornaient les vêtements de sa mère et s'était crevé les yeux. Ainsi, il ne verrait plus le jour, ni la nuit, ni les hommes. Le trône de Thèbes se retrouvait vacant. Les fils d'Oedipe, Éthéocle et Polynice, n'étant pas encore en âge de régner, c'est leur oncle, Créon, qui assuma la régence. Créon refusa de sévir contre Oedipe, car il estimait qu'en se privant de lumière, le malheureux avait suffisamment payé sa dette. Cette décision révolta Éthéocle et Polynice. Adolescents batailleurs et fiers, furieux d'être devenus la honte de Thèbes, ils s'emparèrent d'Oedipe. Ils l'enfermèrent dans une prison du palais. Pire encore, ils proclamèrent la déchéance de leur père et exigèrent le pouvoir suprême. Au malheur et à la honte s'ajouta donc la trahison. Oedipe mit ses fils en garde. S'ils n'honoraient plus leur père, s'ils bravaient le destin et les dieux en humiliant l'auteur de leur jour, c'est l'épée à la main qu'ils devraient se partager son royaume. Éthéocle et Polynice n'eurent que faire de ces anathèmes. Au contraire, ils chassèrent leur père de Thèbes. Depuis ce jour, drapé dans son malheur comme dans un linceul, Oedipe erre, appuyé au bras de sa fille. Le long des routes, la jeune femme soutient le vieillard comme on porte un héros. Elle sait, depuis son plus jeune âge, qu'il ne faut jamais plier, jamais céder au coup du sort. Harassés, les voilà qui arrivent non loin d'Athènes, à l'entrée d'une petite ville nommée Colone. Un oracle avait prédit à Oedipe qu'il y trouverait le repos. Quelqu'un leur offre le gîte. Il était temps. Oedipe est à bout de force. Antigone s'allonge à ses côtés et l'enveloppe entre ses bras, comme si tout à coup le père était devenu l'enfant. Une année s'écoule, loin du tumulte et des vacarmes qui montent de Thèbes. Un matin, à l'heure où l'aube jette ses premiers feux, on frappe à la porte. C'est Ismène, la sœur d'Antigone. Dans un état d'excitation extrême, Ismène lui fait le récit des derniers événements qui se sont déroulés à Thèbes. Éthéocle et Polynice se sont emparés du pouvoir. Mais une ombre flotte sur leur victoire. Leur père, Oedipe, ne leur avait-il pas prédit qu'ils se partageraient le royaume, l'épée à la main?
Pour conjurer cette malédiction, Étéocle a trouvé la solution. Un partage du pouvoir. Il suffirait qu'il règne à tour de rôle, une année chacun, pour que tout risque de conflit soit écarté. Polynice a accepté. Et comme Étéocle est l'aîné, eh bien c'est lui qui est monté le premier sur le trône, promettant qu'il rendrait sa couronne le temps venu. Respectueux de leur accord, Polynice a jugé plus convenable de s'éloigner de Thèbes pendant que son frère gouvernait. Il s'est rendu dans la ville voisine d'Argos, sur laquelle règne le roi Adraste, et il a épousé sa fille. Ainsi, les liens entre Thèbes, la ville de Dionysos, et Argos, la cité du grand Persée, se trouvent officiellement renforcés. La première année vient de s'achever. Polynice est revenu à Thèbes pour réclamer à son tour le sceptre royal. Hélas, c'est sans compter avec le vertige que procure le pouvoir. Étéocle a refusé de respecter l'accord, oublié le serment. Et Polynice n'a dû son salut qu'à la fuite. Déjà, les soldats d'Étéocle s'apprêtaient à l'arrêter pour l'enfermer au fond d'une geôle. Ismène prend une courte inspiration. Elle tente de maîtriser les battements affolés de son cœur et elle reprend son récit. Polynice a galopé à bride abattue jusqu'aux portes d'Argos. Là, il a plaidé sa cause auprès du roi Adraste et obtenu de lui qu'une armée, conduite par 7 preux capitaines, se mette en route pour Thèbes afin de le rétablir dans son droit. Ces capitaines, on les appelle les 7 contre Thèbes. À leur tête, Polynice a fait le serment d'abattre les remparts de la cité et de tuer ce frère qui l'a trahi. Ismène marque une pause avant de murmurer. À moins que Oedipe, notre père, accepte de revenir pour apporter son soutien à celui des 2 frères qu'il estime le plus digne de régner. Le vieil aveugle secoue la tête faiblement. Il n'en est pas question. Que ses fils accomplissent leur propre destin. Lui-même, écrasé par le poids de ses fautes, muré dans le désespoir, ne se sent plus ni assez fort, ni assez légitime pour intervenir dans l'histoire des hommes. Il se laisse mourir, plein de chagrin et de remords. Tout à coup, une faille gigantesque se forme. Et sous les yeux ébahis d'Antigone et d'Ismène, l'infortuné Oedipe disparaît lentement vers le séjour des morts. Zeus a décidé de mettre un terme à ses souffrances. Ismène éclate en sanglots. Antigone reste impassible. Elle prend sa sœur par la main. Il est temps de rentrer à Thèbes. Lorsqu'Antigone arrive en vue de la cité, le spectacle qu'elle découvre est terrifiant. Une armée gigantesque campe au pied des murs. L'armée de Polynice. 7 chefs sont postés devant chacune des 7 portes de la puissante Thèbes. Ils sont entourés d'un flot de boucliers étincelants, de casques à crinière et d'une moisson de lances. Antigone se précipite vers Polynice.
Elle tente de le raisonner. Elle lui demande de ne pas porter les armes contre son frère. Polynice refuse. Il a été bafoué. On lui a volé ses droits. Éthéocle doit payer et rendre le trône. Antigone court alors jusqu'au palais où s'est enfermé Éthéocle et l'adjure de renoncer au combat. Éthéocle, lui aussi, refuse. Il n'est pas question que lui, l'aîné, cède son trône. La guerre entre Éthéocle et Polynice est inévitable. Impuissante, la jeune femme se rend sur la plus haute des murailles de Thèbes. Et c'est là, dans une nuit de terreur et de silence, où le moindre bruit trouve un effroyable écho, qu'elle attend que s'embrase le monde. Le soleil pointe à l'horizon. L'aube se lève sur Thèbes. Le cœur serré, Antigone observe ce paysage qui respire la mort. Les deux armées s'élancent. Bientôt, les cimiers flamboyants et les armures dorées disparaissent dans la mêlée. Polynice et ses troupes ont beau s'élancer contre la ville, leur assaut se fracasse contre les remparts de Thèbes. Des heures entières de combats, de plaintes et de fureur, sans que n'apparaisse un vainqueur. Alors, au moment où tombe la nuit, Polynice sort du rang des assaillants et propose à son frère un combat singulier. Éthéocle accepte. Il faut en finir. Pareil à des fauves, les deux frères se ruent l'un sur l'autre. Ils bondissent, esquivent, frappent. Et soudain, Polynice s'effondre. Éthéocle est vainqueur. Il se retourne vers les siens et lève les bras en signe de victoire. Lorsque Polynice, dans un dernier souffle, se redresse et enfonce son glaive dans le dos de son frère. C'est fini. Les fils d'Œdipe gisent à présent côte à côte, dans la poussière. Chacun est le meurtrier de l'autre. Antigone ne retient plus ses sanglots. Elle pleure. Elle pleure sur le destin funeste de sa famille. L'heure est maintenant aux funérailles. Créon s'avance. C'est à lui que revient à nouveau le trône de Thèbes. Il veut croire à une ère nouvelle, en un nouveau monde. Et il entend bien le fonder, ce nouveau monde, sur des principes intangibles. Créon décide de tout mettre en œuvre pour que jamais pareille tragédie ne puisse se reproduire. Pour commencer, il décide de rendre tous les honneurs à celui qui est mort en défendant la ville de Thèbes, Éthéocle. Il le fait ensevelir au cours d'une cérémonie grandiose. Ensuite, il ordonne que le cadavre de Polynice soit abandonné sur le champ de bataille, qu'on le laisse en pâture aux chiens. Ainsi, chacun saura ce qu'il en coûte de prendre les armes contre la cité. Créon
inflige à Polynice ce qui est pour les Grecs le plus effroyable de tous les châtiments. En privant un mort de sépulture, en lui refusant ce droit, en lui retirant les offrandes et les rites qui lui sont dus, on le condamne à errer éternellement dans le monde souterrain, sans jamais trouver le repos. Créon n'agit pas ainsi de gaieté de cœur. Il n'a rien contre son neveu Polynice. Mais Polynice est celui qui a osé s'attaquer à la patrie. Et cela, Créon ne peut l'admettre. La loi de Créon est claire. Tous ceux qui menaceront Thèbes, tous ceux qui défieront ce qu'il appelle la raison d'État, connaîtront le même sort que Polynice. Antigone s'insurge. Elle se jette aux pieds de Créon. Elle le supplie de revenir sur cette décision. Elle sait bien qu'Éthéocle était un usurpateur, mais elle sait aussi qu'il a défendu sa cité. Elle sait que Polynice, même pour reconquérir son droit, n'aurait pas dû prendre les armes contre sa patrie. Mais condamner un homme aux enfers est pour elle inacceptable. Seuls les dieux ont le pouvoir de prendre une telle décision, pas les hommes. Devant la mort, tous sont égaux. Et c'est un devoir sacré, un devoir envers les dieux, que de rendre aux défunts, quels que soient leurs crimes, les honneurs funéraires. Créon ne veut rien entendre. Il ne veut plus du désordre. Si son peuple et sa cité veulent survivre, il n'a pas le choix. Il faut frapper les esprits. Polynice sera un symbole. Antigone se relève. Elle fixe Créon et lui dit « Non. Non, je ne peux accepter cette loi. Ce n'est pas la loi de Zeus, c'est la loi de Créon. La loi d'un homme, non celle d'un dieu. En tant qu'homme, en tant que roi, Créon a le pouvoir de traiter comme il l'entend les citoyens de sa cité lorsqu'ils sont vivants. Mais il ne saurait disposer de leur âme lorsqu'ils sont morts. Il existe une loi plus haute que toutes celles des hommes, une loi non écrite. Si les dieux ont accepté que Polynice soit vaincu, ils n'ont pas voulu que son âme soit vouée à l'errance éternelle. Antigone se précipite chez sa sœur. Elle demande à Ismène son aide. Elles profiteront de la nuit pour se faufiler, à l'insu de tous, hors des murailles de Thèbes. Elles iront chercher la dépouille de Polynice, et elles lui offriront les funérailles qui lui permettront de ne pas errer parmi les ombres pour l'éternité. Mais Ismène refuse. Elle est affolée. Elles sont femmes, et donc soumises à la loi des hommes. Et Ismène rappelle à Antigone quel terrible sort l'attend si elle brave cette loi. Antigone sait désormais qu'elle est seule. La nuit est là, qui recouvre la plaine. Pas un bruit. À la lueur des étoiles, Antigone cherche le cadavre de Polynice. Elle l'aperçoit au pied d'un arbre, couché sur le dos, comme écartelé. Alors, doucement, la jeune femme entonne un chant de deuil. Puis, après avoir accompli les rites sacrés, elle le recouvre de terre. À peine a-t-elle achevé son devoir
que les gardes surgissent. Ils s'emparent d'elle et l'entraînent au palais. Antigone n'oppose aucune résistance. Elle a agi en connaissance de cause et elle n'ignore rien de ce qui l'attend. Une fois devant Créon, elle affronte la sévérité de son regard, le front levé. Créon est désemparé. Il souhaiterait n'avoir jamais édicté cette loi. Mais puisqu'il avait promis le plus terrible des châtiments à qui oserait la transgresser, alors Antigone doit mourir. Les gardes n'osent la toucher. Tous sont impressionnés par sa détermination. C'est elle qui les précède. Sous les regards consternés des habitants de Thèbes, Antigone traverse la ville jusqu'aux marches d'un tombeau. C'est celui des Labdacides, sa famille. Impassible, elle en franchit le seuil. Après un instant d'hésitation, les gardes font rouler la pierre qui en referme l'entrée. Le tombeau est scellé. Antigone n'a plus qu'à attendre que la mort vienne la libérer. Ainsi périt Antigone, emmurée vive, pour avoir obéi à ce principe plus haut que toutes les lois, la morale. Pour la première fois, quelqu'un vient de se dresser contre le pouvoir absolu. Antigone, première figure de la résistance, au nom de la conscience, a payé de sa vie son incroyable audace. Sur Terre, plus rien ne sera comme avant. La loi de la conscience s'oppose désormais à la loi des dieux, comme à la loi de l'État. La liberté individuelle est née. Le temps des mythes, lentement, va se dissiper. Celui de l'histoire, maintenant, peut commencer. Ainsi tu as osé transgresser ma loi. C'est que Zeus ne l'a pas faite. Ni la justice qui siège auprès des dieux. Ils ont établi, eux, parmi les hommes, des lois auxquelles j'obéis. Mais je ne crois pas que toi, mortel, aies tant de pouvoir, que tes décrets puissent surpasser les lois immuables des dieux. Car celles-ci, nul ne sait leur commencement. Elles ne sont ni d'hier, ni d'aujourd'hui, mais de toute éternité. Devais-je, par la lâche crainte de l'autorité d'un homme, ne plus respecter les dieux? Tu sais que mon édit condamne à mort quiconque ose enfreindre mes ordres. Je savais que je mourrais. Comment ne l'aurais-je pas su, même sans ton arrêt? Oui, mais toi, tu mourras avant l'heure. Si je meurs avant le temps, je dis que la mort m'est un bienfait. Quand on vit comme moi au milieu des malheurs, comment n'aurait-on pas avantage à mourir? Tu ne sais pas ce que la mort te réserve, elle est parfois dure. Elle cause bien des souffrances. La mort, pour moi, n'est pas une souffrance. Si c'en eût été une, au contraire. Si j'avais toléré qu'un corps que ma mère a mis au monde eût été privé de sépulture, de cela, oui, j'eusse souffert. Tes paroles sont celles d'une folle! Pour
pourrait bien être celui qui m'accuse de folie. Assez! La farce de Maître Patelin a été composée vers 1465, donc sous le règne du roi Louis XI. Elle met en scène un marchand, trompé par un avocat rusé. Mais cet avocat sera trompé à son tour par un berger plus rusé encore. C'est, en somme, la très amusante histoire d'un trompeur trompé. Voici Maître Patelin, le héros de cette farce. Il est avocat, mais ses clients sont fort rares. Sa bourse est presque vide. Mais qu'importe, il promet à sa femme, Guillemette, de se procurer, sans argent, du drap pour se vêtir. Comment fera-t-il? Quelle ruse emploiera-t-il? Suivons Maître Patelin chez le drapier Guillaume. Nous le saurons bientôt. Voici, maître Guillaume. Allons, serrez-moi donc la paume. Comment se porte la santé? Va-t-elle à votre volonté? Oui, dame, merci. La marchandise? Tout doucement. Quoi qu'on en dise, marchand toujours ne gagne pas. Encore gagnez-vous vos repas? On va de l'avant, mon doux maître. Le commerce est ce qu'il peut être. Que c'était un homme entendu que votre père. Il a vendu du drap de robe à ma femme. Le Seigneur veut y avoir son âme. Quand je vous regarde vraiment, je crois le voir absolument.
Vous êtes sa propre peinture. Dieu n'a pas fait de créature plus semblable de vous à lui. Je ne le vois pas d'aujourd'hui. Voilà longtemps que j'examine votre honnête et joyeuse mine. Asseyez-vous donc, s'il vous plaît. Oui, comme 2 gouttes de lait, vous vous ressemblez de visage. Dieu, que c'était un homme sage. Combien de fois il a prédit tout ce qui se passe. Pardi, bien souvent j'en eus souvenance. Maître, vous me faites offense à ne pas daigner vous asseoir. Non, certes, l'on ne saurait voir 2 personnes aussi pareilles. C'est son nez, ses yeux, ses oreilles. Votre tante ne souffre en rien? Toujours, elle se porte bien. Que votre père aimait à rire. Plût au ciel qu'à présent le pire du monde pût lui ressembler, on ne verrait pas t'envoler. Que ce drail de fine laine, on en a la main toute pleine. C'est la laine de mes brebis. On en ferait de beaux habits. Ainsi, ces étoffes parfaites sont de la laine de vos bêtes. Mais oui, C'est fort comme du cuir. c'est du bon drap. Je vais m'enfuir car je vous en ferai en plette. Vrai, cette étoffe est trop coquette. J'avais dans ma poche emporté 100 écus d'or, mis de côté pour faire achat de quelques rentes, mais vous en aurez 20 ou 30, je le vois bien, car la couleur m'en plaît tant que c'est un malheur. Vous aurez plus tard votre rente, profitez-en. Ce drap me tente. Je m'en veux faire un vêtement à ma femme pareillement. Vous n'avez qu'à parler, mon maître. Combien faut-il vous en remettre? Tenez, prenez tout le coupon, vous pourrez faire un chaperon. Emportez le tout sans reproche. N'eussiez-vous pas un liard en poche? Pour votre obligeance, merci. Voulez-vous, sire, ce bleu-ci? Et combien l'aune coûtera-t-elle? C'est mon étoffe la plus belle. Je vous dirai ce qu'elle vaut et vous saurez mon dernier mot. Bien. Et pour vous, 24 sous l'aune. Me prenez-vous pour un béjaune? C'est le prix qu'il me coûte à moi. Vous savez que les brebis ont souffert du froid cet hiver. La laine est très rare. 20, et je ne fais pas l'avare. Je paye au double la toison qu'avant je trouvais à foison. Autrefois, à la Madeleine, je payais moitié moins la laine. Soit, à vos raisons, je me rends. Mesurez-moi ce que je prends. Mais combien? Pour moi, 3. Pour elle, 2 et demi. Je me rappelle que c'est cela. 6, justement. Prenez les 6 tout rondement. Soit. Voulez-vous revoir la mesure? Votre honnêteté m'en assure. 6 aunes à 24 sous, c'est 6 écus. D'or. Voulez-vous les venir prendre à ma demeure? Ça me dérange un peu. Je meurs si vous ne venez pas chez moi. Vous verrez comme l'on y boit d'un bon petit vin de Bourgogne. Allons, venez-y sans vergogne. Cherchez votre or et boire aussi. Je le préférerais ici, car c'est une mauvaise aubaine de vendre à crédit pour les traînes. Et mes écus, des écus d'or, est-ce rien? Vous mangerez encore du noix et d'une belle qu'on rôtit. Vous aurez une aile. Ma foi, puisque vous le voulez, je vous suis. Vous m'ensorcelez. Je porterai le drap. De grâce, de peur que ce paquet vous lasse, je vais le prendre entre mes bras. Et comme je ne suis pas gras, j'aurai gros ventre de la sorte. Il vaut bien mieux que je le porte. Mais non, nous trouverons chez moi l'oie avec des marrons. Je cours pour qu'on aille à la carte. Et préparez mon or, mon brave. Ton or, il n'est pas encore tien. Il faudrait d'abord qu'il fût mien. Tu peux certes t'aller pendre si tu crois que tu viens de vendre du drap qui pourra t'enrichir. Tu peux chercher et réfléchir sur le moyen d'avoir la somme. Pour moi, je m'en vais faire un somme. Tu verras les écus sonnants quand les poules auront des dents. Comme il s'est bien laissé refaire. Fut-il assez niais? J'espère que voilà du drap bien vendu.
À mes raisons, il s'est rendu et m'invite à faire pitance. J'aurai l'or, le vin, la volaille. Le drapier a tort de se vanter d'avoir trompé Maître Patelin. Pour le moment, c'est l'avocat qui, en le flattant, a réussi à se faire remettre 6 zones de tissu sans bourse déliée. Regardez Guillemette. Voyez comme elle est heureuse de l'aubaine. Elle songe déjà à la jolie robe de beau drap bleu qu'elle aura bientôt. Mais attention, ne perdons pas notre temps. Guillaume, le drapier, va arriver pour réclamer ses écus. Que lui répondra-t-on? Une idée. Maître Pierre va se mettre au lit. Et faire semblant d'être malade. Il était temps. Voici Guillaume. C'est avec un air triste et des sanglots dans la voix que Guillemette reçoit le drapier. Son mari aurait acheté du drap, mais ce n'est pas possible. C'est une chose inimaginable. Voici 2 mois que Maître Patelin est au lit, malade. Le pauvre homme délire, il est mourant. Le drapier ne comprend plus rien. Peut-être s'est-il trompé. Peut-être n'a-t-il rien vendu. Plus il réfléchit, plus il doute. Il part cependant. Mais il n'est pas tout à fait convaincu. Ma foi, je n'y puis plus tenir. La défense fut un peu lourde. Il ne voulait pas de la bourde. Ma foi, se tienne qui pourra. Il est trop drôle avec son dard. À mon nez, vous oserez rire? Payez-moi. Oh, mais voyez quel délire c'est emparé de lui. Courons à la noce des violons. Je me marie avec la reine des guitares cette semaine. Les 30 petits guitarons vont être mes petits garçons allumés toute la note. Mais qu'est-ce que va vous baliverser? Payez, j'ai plus d'or. Et quoi, vous insistez encore? Ah, une fois suffisait, messire. Voyez, sa maladie est pire. Je le trouve fort agité, mais certes, il a bien emporté mon drap. Oh, quel étonnant malade. Capé de Dieu la coronata. Parfier, il m'en fout la nage. Renaque bien, outre-mar castui terribile. Ernest Néron, fuit Tanon, entendez-vous, mon bon cousin? Il est un oncle limousin qui fut le frère de sa tante, et c'est pourquoi voici qu'il nous chante pour le moment dans ses patois. À ma boutique en tapis noir, il prit l'étoffe la plus belle qu'il emporta sous son aisselle. Je devais manger du rôti. Mon drap, comme loi, est parti. Rien donc, canard! Que nous veut cette crapaudade? Quelle chanson veut-il canter? Ah, le gaillard peut se vanter de varier sa comédie. Eh oui, sa mère était picarde, il parle picard. Goddamn, d'où viens-tu, carré me prenant? Grill, Choyouden, Zilop, Nanki Bouden, Distiglen, Honnête Versen, Macrofestal, Trolit Versen, Elvat Vioul, Corolmétrie. Répondez-moi, je vous en prie, vu-tu vieux pour le frimat? Faites venir 6 Thomas. Comprenez-vous dans son langage quelque chose qui semble sage? Oh, j'ai le malsain garpeau, une boucle ou quelque escarpeau me pique. Et je vais à la foire de Bayeux afin de bien boire du cidre avec Jean du Quenin.
Il en dira jusqu'à demain. Hélas, le pauvre, en parlant, il s'affole. Il pense à son maître d'école qui fut normand. Dronc, nose, badou, didam, mado, petite, dis, puis simulant quelque vient, au bré, bon chemin mène les cachettes, rose, bousille, handi, gobette, grande, cagno. C'est vrai qu'il est mal, il barbote. Sa raison barbouille, marmotte tant de mots qu'on n'y comprend rien. Certes, il ne parle pas chrétien. J'avais cru me laisser refaire. Et je commence à voir le contraire. Ce sont quelques mauvais esprits voleurs de draps qui me l'ont pris. Pardon, madame, je vous laisse. Je vois bien que sa raison baisse et qu'il n'en a pas pour longtemps. Ce sont de bien tristes instants. Au revoir, sire, et bon voyage. Je me fatigue à ce tapage, mais les ciseaux sont à nous. Que c'est le tissu de laine et tout. Et le tour est joué. Grâce à son stratagème, Maître Patelin a réussi à tromper le drapier qui pourtant se croyait si rusé. Un autre fripon, le berger Agnelet, abuse de la crédulité de Guillaume et lui vole les moutons qu'il est chargé de garder. Furieux, le drapier met son berger à la porte et le fait convoquer devant le juge. Agnelet, se sachant coupable, cherche un bon avocat pour le défendre. Maître Patelin, contre la promesse de 6 beaux écus d'or, promet à Agnelet de le faire acquitter. Il conseille à son client de ne pas répondre aux questions que le juge lui posera. Ou, tout au moins, d'imiter, pour toute réponse, le bêlement de ses moutons. Agnelet a très bien compris. Il ne semble pas si bête que cela. Il se pourrait bien qu'il soit, lui aussi, capable de jouer un bon tour à Maître Patelin. Mais nous voici devant le juge. Le ciel vous donne la santé et tout à votre volonté, sire juge, je vous salue. Je vous donne la bienvenue, maître. Approchez et couvrez-vous. Avez-vous un procès pour nous? Dépêchons-nous, je me lève. Attendez, messire, il achève quelques affaires qu'il avait. Qui? Mon avocat, s'il vous plaît, il va venir. Veuillez l'attendre. Et moi-même, on m'attend pour entendre d'autres causes. Finissons-en. Si votre adversaire est présent, cela suffit. Vous portez plainte? Oui, contre un berger qui, par feinte, me fait périr tous mes moutons à force de coups de bâton. Bien, que le défendeur approche. Il est là, qui tremble et s'accroche après la robe d'un bourgeois, sans sonner mot, de peur des lois, car il sera pendu. Silence! Tous les deux étant en présence, je puis donc vous interroger. Dites le fait. Pour les manger, il les prenait. Dès son enfance, il reçut mes bienfaits, je pense. Je l'élevais par charité pour être pâtre. En vérité, se trouvait-il chez vous à gage? Présentez-en le témoignage. L'aurait-il donc pris autrement, prendre son gage? Oh. Assurément, c'est Maître Pierre. Et sans méprise, c'est bien lui. C'est sa voix, sa mise. Pourquoi vous cachez-vous ainsi? Vous ne souffrez pas des dents? Si, ce vent qui souffle par derrière me cause un tourment. Maître Pierre, il nous faut achever, pourtant, je suis pressé. C'est vous, vraiment? Ah, taisez-vous, sans quoi je passe. À moins la justice se lasse. C'est bien vous à qui je vendis 6 aunes de drap, je vous dis. Que parle-t-il de drap? Il erre. Interrogez son adversaire, peut-être pourra-t-on saisir. Car pour moi, j'ai beau réfléchir. Ah,
Ah, tenez, voyez comme il tire de loin les choses qu'il veut dire. De la laine de ces moutons, cette robe que nous portons serait faite. Or, c'est ce pauvre homme qui volerait la laine. En somme, je trouve ça très embrouillé. C'est aussi ce qu'il m'a semblé. Bah, bien ça de... C'est malgré moi qu'il me fait rire. Il faut le ramener au fait. Veuillez revenir, s'il vous plaît, à vos moutons. Qu'on me pende s'il n'a pas mon drap. Allons, revenez donc à vos moutons. Combien en a-t-il pris? 6 jaunes. Nous prenez-vous pour des baies jaunes, des sauts et des niais? Suffit. Oh, je vais terminer le conflit si vous divaguez de la sorte. Parbleu, maître, la chose est forte. Sans doute il veut nous rendre fous. Peut-être vaudrait-il mieux pour vous de lui dire un peu de se taire et d'interroger l'adversaire. Vous avez raison. Bien ça. Dis. Es-tu près de tes brebis? Quelle bête! Est-ce là ton langage? Je ne suis pas chèvre. J'enrage, parle. Te moques-tu? Vous croyez qu'il est folle ou têtu ou qu'il croit être avec ses bêtes? Morbleu, maître Pierre, vous êtes celui qui m'emporte à mon drap. Oui, oui, me démente qui pourra. Si vous saviez par quelle ruse. Croyez-vous que cela m'amuse de vous voir mêler ce détail au procès de votre bétail? Allons, faites! Je dis, messire, qu'on m'a pris mon drap. Non, je veux dire mes moutons. Maître, excusez-moi, vous me voyez tout en émoi. Donc, je reprends. Ce gentil maître, mon berger, quand il devait être au champ, il me dit que j'aurai 6 écus d'or quand je viendrai. Ah non, je me trompe. Enfin, j'abrège. Depuis 3 ans, déjà, disais-je, mon berger convint avec moi de me servir de bonne foi et de soigner ma bergerie sans faute, ni friponnerie. Et maintenant, il a mon drap. Et le prix qui me le paiera. Je me lasse de vous entendre. Faire je ne sais quel esclandre, parler sans rime ni raison. Vous mêlez d'étranges façons, draps et brebis, qu'on y voit goutte. Que demandez-vous, somme toute? Dites, car il faut en finir. Je suis sûr qu'il doit retenir au pauvre berger son salaire. Eh bien, si cela peut se faire, défalquez-en le prix du drap. Ma foi, l'écoute qui voudra. Faut-il donc qu'on vous dérobe ainsi? Soit qu'il garde la robe, mais qu'il paye. Oh, vous m'ennuyez. Il vous sert et vous le payez, c'est juste. Ce paysan n'ose rien dire. Moi, je me propose de le défendre. Écoutez-moi. C'est un triste client, ma foi. Outre qu'il me paraît stupide, c'est monsieur de la bourse vide. Maître, je ne m'y connais pas, vous en aurez maigre repas. Ce sera pour rien, je vous jure. Je le fais par charité pure. C'est pour débrouiller les débats. Allons, ne reste pas là-bas. Approche et parle sans crainte. Laisse-la répondre à la plainte. Dis oui, dis non. Nous t'écoutons. Crois-tu être avec tes moutons bêtes? Es-tu fou? C'est ton affaire. Parle. Il ne s'agit pas de braire. Bien, très bien. Va toujours. N'auras-tu pas d'autre discours? C'est un pauvre idiot de naissance. Le plus fou n'est pas qu'il en pense. C'est celui qui mène un procès semblable brute à ses accès. Fou, certes, il l'est bien moins, messire, que vous. Silence! Il peut en cuire à qui médit d'un magistrat. Fort bien, mais il a pris mon drap et lui m'a fait tort de mes bêtes. Encore? Quel fou tous deux vous faites! Enfin... Qu'on le renvoie à ses moutons. Il n'est bon qu'à les mener paître, le pauvre égaré. Salut, maître. Quoi, les 2 voleurs sont absous? Et mon drap à 24 sous? Oh, mais vous, je connais votre ruse. Vous ai-je vu chez vous, au lit, malade? Le comte est joli, que veut dire cette belle vue? Ça, je n'ai pas la berlue. C'est vous, vraiment, qu'ici je vois. Êtes-vous sûr que ce soit moi? Jean de Noyon me ressemble, on me confond. Parfois, ensemble. Non, car auprès du nain géant, vous paraîtriez un géant. Et qui pourrais-je bien être, alors? Ne saurais-je vous reconnaître? Je vous ai fort bien vu, pourtant, chez vous, comme un démon sautant, criant, hurlant comme un sauvage. Délirant, dans un tel langage qu'on vous disait à demi-mort. Allez voir, si j'y suis encore. Eh bien, j'y vais.
approche, écoute. Agnelet dit, on le déboute de sa plainte et te voilà blanc. Ben, eh bien, ne fais plus semblant de bêler, il est loin, ton maître. Ben, ne sois plus en émoi, car nous l'avons envoyé paître. T'ai-je bien conseillé, dis-moi, tu peux parler ici sans crainte. Ben, il ne s'agit pas de la feinte, je vais m'en aller. Le moment est venu de parler, vraiment. Ben, oui, fort bien. Donne la somme. Certes, je t'estime honnête homme et tu vas me payer comptant. Inutile de bêler tant. Ben, allons, cesse ton lagage, hein, comme son vain babillage par ton sang-froid fut bafoué. Ton rôle fut très bien joué, mais mon argent, que je m'en aille. Ben, allons, se peut-il qu'il faille t'entendre moi-même bêler? Parle à moi. Tu peux me parler. Ben, allons, ça, l'argent, vite. Les 6 écus pour être quitte. Hein? Allons, vite. Viens, sois gentil. Paye à présent. Ne fais plus le mauvais plaisant. Oui. Paye. Ah, ça, tu me le paieras, drôle. C'est trop longtemps. Jouer ton rôle, et je vais avec un sergent te faire donner mon argent. Se peut-il que je sois ta dupe? Attends un peu, que je m'occupe de t'apprendre à vouloir tromper. Oui. Oui. Si vous pouvez m'attraper. Te voilà dupé, maître Pierre, par une paye à ta manière. Va-t'en manger loi, ami, à trompeur et demi.
Alors tout d'abord, quand on parle de théâtre classique, de quoi parle-t-on? On fait référence à une période du XVIIe siècle qui connaît son apogée dans la première moitié du règne de Louis XIV, c'est-à-dire une période qui va d'environ 1661 à 1685. Donc l'apogée du classicisme en France, c'est une période d'environ 25 ans qui correspond, et c'est très important, à l'époque où Louis XIV, le roi Soleil, règne en monarque absolu. C'est important parce que les règles classiques sont un reflet de la stabilité et de l'ordre de cette époque. Dans cette vidéo, on va se concentrer sur le théâtre classique. Et quand je parle de théâtre au XVIIe siècle, je fais référence à deux genres bien distincts qui existaient à l'époque, la tragédie et la comédie. Vous avez souvent entendu parler des règles du théâtre classique, mais pour bien les comprendre, il faut saisir l'exigence première des règles classiques. La règle essentielle, celle qui est à la source de toutes les autres, c'est la vraisemblance. Les dramaturges classiques veulent créer l'illusion de vérité. Ils veulent que le spectacle soit vraisemblable. Le spectateur qui assiste à la représentation doit avoir l'impression que ce qui se passe sous ses yeux est réellement en train de se passer, comme s'il assistait à des événements réels. Pour parvenir à cette vraisemblance, pour créer l'illusion de vérité, les dramaturges s'imposent des règles. La première de ces règles, c'est celle des trois unités. L'unité d'action, de temps et de lieu. L'unité d'action implique que la pièce représente une action unique. Les intrigues secondaires sont proscrites, interdites. L'attention du spectateur ne doit pas être divertie par des actions secondaires. Toute son attention doit être concentrée sur une action unique. L'unité de temps veut dire que l'action représentée dans la pièce n'excède pas 24 heures. Pourquoi? Parce que de cette façon, le spectateur va avoir l'impression que la représentation théâtrale coïncide avec la durée réelle des événements. Donc cette unité de temps, vous le voyez bien, est censée renforcer la vraisemblance puisqu'elle va donner l'impression au spectateur que les événements qui se déroulent sous ses yeux pourraient effectivement se dérouler en temps réel sous ses yeux. L'unité de lieu veut dire que l'action se déroule dans un décor unique, par exemple dans une pièce d'un palais. Là encore, cette règle n'a qu'un seul but, renforcer la vraisemblance de la pièce. Si on change de décor 3 fois durant la représentation, le spectateur ne va pas avoir l'impression d'assister à un fait réel, véritable, qui se déroule sous ses yeux. Donc le fait que tout se passe dans un même lieu va renforcer l'illusion du réel. À la règle des 3 unités s'ajoute la règle de la bienséance. La bienséance, c'est le fait de montrer sur scène uniquement ce qui est conforme à l'opinion publique. On va trouver 2 types de bienséance, la bienséance externe et la bienséance interne. La bienséance externe impose de ne pas représenter sur scène des actes violents ou choquants. C'est ainsi qu'on ne représente pas sur scène, au XVIIe siècle, des combats, ou bien la mort d'un personnage, ou bien des relations charnelles. Ce qui est intéressant ici, c'est que dans le théâtre classique, il y a des combats, il y a des morts, il y a des personnages amoureux, mais comme il serait choquant de représenter ces événements sur scène, ils ne sont pas montrés mais ils sont rapportés. Donc le spectateur va apprendre par le dialogue des personnages ou par un monologue les combats qui ont eu lieu, les morts qui ont eu lieu. Par exemple, dans les tragédies classiques, je pense notamment à Phèdre de Racine, c'est un messager qui vient sur scène raconter la mort d'un personnage. Donc saisissez bien la différence. Les actes violents ou choquants ne sont pas représentés sur scène, pour autant ils sont souvent rapportés. La bienséance interne implique de respecter la cohérence des caractères des personnages. Le caractère des personnages doit être conforme à ce qu'en pense l'opinion publique. René Rapin, qui est un des théoriciens du classicisme, avait écrit qu'on devait représenter un prince avec un cœur libéral, un soldat fier, insolent et farouche, une femme vaine, timide et volage, et un vieillard avare et soupçonneux. Alors certes, il pouvait exister dans la nature des vieillards généreux ou des femmes fidèles, mais cela ne correspondait pas à l'idée que l'opinion publique avait de leur caractère. Et il fallait donc que le dramaturge représente des personnages dont le caractère était conforme à l'opinion publique,
Et tout ceci, vous le comprenez, toujours dans un souci de vraisemblance. À ces règles que vous connaissez généralement bien s'ajoutent d'autres exigences, notamment l'unité de ton. C'est-à-dire qu'une pièce ne doit pas mélanger les registres. On a donc d'un côté les tragédies et de l'autre côté les comédies, mais on ne mélange pas les deux registres. Enfin, autre exigence, le théâtre classique doit avoir une visée morale. Les pièces ne doivent pas seulement plaire, distraire, elles doivent plaire et instruire à la fois. Dans la tragédie, cela se manifeste par le phénomène de catharsis qui est censé purifier le spectateur de ses passions. Et dans la comédie, on estime que c'est la représentation des défauts humains sur scène qui va permettre au spectateur, tout en riant, de se corriger. On a donc dans le théâtre classique une visée morale. Donc vous voyez, ce qui est marquant dans le théâtre classique, c'est l'ensemble de ces règles strictes, contraignantes, qui vont s'imposer aux dramaturges. Alors souvent les élèves me disent « Ah oui, mais Molière dans telle pièce ou Corneille dans telle autre pièce n'ont pas respecté l'unité de temps ou de lieu ou une autre règle classique. » Eh bien oui, ce n'est pas parce que les théoriciens ont édicté des règles que les auteurs les ont toutes suivies scrupuleusement. Il faut bien comprendre que le classicisme n'est pas un mouvement littéraire organisé comme a pu l'être le romantisme au XIXe siècle ou le surréalisme au XXe siècle. Cela veut dire que Racine, Corneille et Molière ne se sont jamais réunis dans une même pièce pour édicter ensemble des règles à suivre. Ces règles ont été pensées par des théoriciens, notamment Boileau, dont vous avez peut-être entendu parler, ou bien Rapin, que j'ai évoqué tout à l'heure. Et ces règles reflètent les goûts et les aspirations de l'époque. Si les auteurs s'y sont conformés, c'est parce qu'ils trouvaient ces règles légitimes, parce qu'ils considéraient qu'elles renforçaient l'efficacité théâtrale et l'intensité dramatique de leurs pièces. Mais ils n'ont pas été esclaves de ces règles, ils s'en sont parfois éloignés et ils les ont même parfois critiquées ouvertement. Par exemple, aux reproches de ses détracteurs qui lui reprochaient de ne pas avoir respecté les règles du théâtre classique dans l'école des femmes, Molière avait répondu que pour lui la plus grande règle de toutes les règles était de plaire. Sous moi. Quand l'âge dans mes nerfs a fait couler sa glace, votre rare valeur a bien rempli ma place. Enfin, pour épargner des discours superflus, vous êtes aujourd'hui ce qu'autrefois je fus. Vous voyez toutefois qu'en cette concurrence, un monarque entre nous met quelques différences. Ce que je méritais, vous l'avez emporté. Qui l'a gagné sur vous l'avait mieux mérité. Qui peut mieux l'exercer, en est bien le plus digne. En être refusé n'en est pas un bon signe. Vous l'avez eu par brigue, étant vieux courtisan. L'éclat de mes hauts faits fut mon seul partisan. Parlons-en mieux. Le roi fait honneur à votre âge. Le roi, quand il en fait, le mesure au courage. Et par là, cet honneur n'était dû qu'à mon bras. Qui n'a pu l'obtenir ne le méritait pas. Ne le méritez pas. Moi. Vous. Ton impudence, téméraire vieillard, aura sa récompense. Et prends ma vie à présenter à l'affront le premier dans ma race et vu rougir son front. Et que penses-tu faire avec tant de faiblesse? Oh Dieu, ma force usée en ce besoin me laisse. Ton épée est à moi. Mais tu serais trop vain si ce honteux trophée avait chargé ma main. Adieu.
Fais lire au prince, en dépit de l'envie, pour son instruction, l'histoire de ta vie. Épargnes-tu mon sang? Mon âme est satisfaite, et mes yeux, à ma main, reprochent ta défaite. Tu dédaignes ma vie? En arrêter le cours ne serait que hâter la Parque de 3 jours. Rate! Désespoir. Ô vieillesse, ennemi, n'ai-je donc tant vécu que pour cette infamie? Et ne suis-je blanchi dans les travaux guerriers que pour voir, en un jour, flétrir tant de lauriers? Mon bras, qu'avec respect toute l'Espagne admire, mon bras qui tant de fois a sauvé cet empire, tant de fois a fermé le trône de son roi, a trahi donc ma querelle, il ne fait rien pour moi? Oh, cruel souvenir de ma gloire passée, œuvre de tant de jours, en un jour, effacée. Nouvelle dignité fatale à mon bonheur, précipice élevé, où tombe mon honneur. Faut-il de votre éclat voir triompher le comte et mourir sans vengeance? Ou vivre dans la honte? Comte! Sois de mon prince à présent gouverneur! Ce haut rang n'admet point un homme sans honneur, et ton jaloux orgueil, par cet affront insigne, malgré le choix du roi, on a su rendre indigne. Et toi, mes exploits, glorieux instruments, mais d'un corte de glace inutile ornement, faire jadis tant à craindre, et qui dans cette offense m'a servi de barre, non pas de défense. Va, quitte désormais le dernier des humains. Passe pour me venger en de meilleurs. Ya no soy aquel ni quien debía yo de
Rodrigue, as-tu du cœur? Tout autre que mon père l'éprouverait sur l'heure. Agréable colère, digne ressentiment à ma douleur. Bien doux, je reconnais mon sang. À ce noble courroux, ma jeunesse revit. Oh, cette ardeur si prompte, viens mon fils, viens mon sang. Viens réparer ma honte. Viens me venger. De quoi? Un affront si cruel qu'à l'honneur de tous deux, il porte un coup mortel. Un soufflet. Insolent, en eût perdu la vie. Mais mon âge a trompé ma généreuse envie, et ce fer que mon bras ne peut plus soutenir, je le remets au tien pour venger et punir. Pas contre un arrogant, éprouver ton courage. Ce n'est que dans le sang qu'on lave un tel outrage, meurt ou tue. Au surplus, pour ne te point flatter, je te donne à combattre un homme à redouter. Je l'ai vu tout couvert de sang et de poussière, porté par tous les froids dans une armée entière. J'ai vu, par sa valeur, 100 escadrons rompus. Et pourtant dire encore quelque chose de plus que brave soldat, plus que grand capitaine, c'est... Mais de grâce, achevez. Le père de Chimène. Réplique-moi! Je connais ton amour! Mais qui peut vivre infâme est indigne du jour. Plus l'offenseur est cher et plus grande est l'offense. Enfin, tu sais l'affront? Et tu tiens la vengeance? Je ne te dis plus rien. Venge-toi! Venge-moi! Montre-toi, digne fils d'un père tel que moi. Accablé des malheurs où le destin me range, je vais les déplorer. Va, cours, vole, et nous venge! Percé jusqu'au fond du cœur. D'une atteinte imprévue, aussi bien que mortelle. Misérable vengeur d'une injuste querelle. Et malheureux objet d'une injuste rigueur. Je demeure immobile. Et mon âme abattue cède au coup qui me tue. Si près de voir mon feu récompensé. Oh Dieu, l'étrange peine. En cet affront, mon père est l'offensé. Et l'offenseur, le père de Chimène. Que je sens de rudes combats. Contre mon propre honneur, mon amour s'intéresse. Il faut venger un père. Et perdre une maîtresse. L'un m'anime le cœur, l'autre retient mon bras, réduit au triste choix ou de trahir ma flamme ou de vivre en infâme. Des deux côtés, mon mal est infini. Oh Dieu, l'étrange peine. Faut-il laisser un affront impuni? Faut-il punir le père de Chimène? Père, maîtresse, honneur, amour, noble et dure contrainte, aimable tyrannie. Tous mes plaisirs sont morts, ou ma gloire ternie. L'un me rend malheureux, l'autre indigne du jour. Cher,
et cruel espoir d'une âme généreuse, mais ensemble amoureuse, digne ennemi de mon plus grand bonheur, fer qui cause ma peine, m'es-tu donné pour venger mon honneur? M'es-tu donné pour perdre ma chimère? Il vaut mieux courir au trépas. Je dois à ma maîtresse aussi bien qu'à mon père. J'attire en me vengeant sa haine et sa colère. J'attire ses mépris en ne me vengeant pas. À mon plus doux espoir, l'un me rend infidèle et l'autre indigne d'elle. Mon mal augmente de vouloir guérir, tout redouble ma peine. Allons, mon âme! Et puisqu'il faut mourir, mourons. Du moins sans offenser Chimène. Mourir sans tirer ma raison. Rechercher un trépas si mortel à ma gloire. Endurer que l'Espagne impute à ma mémoire d'avoir mal soutenu l'honneur de ma maison. Respecter un amour dont mon âme égarée veut la perte assurée. N'écoutons plus ce pensée suborneur qui ne sert qu'à ma peine. Allons, mon brave, sauvons du moins l'honneur, puisqu'après tout il faut perdre Chimène. Oui, mon esprit s'était déçu. Je dois tout à mon père, avant que ma maîtresse, que je meure au combat ou meure de tristesse, je rendrai mon sang pur comme je l'ai reçu. Je m'accuse déjà de trop de négligence. Courons à la vengeance. Et toute honteux d'avoir tant balancé, ne soyons plus en peine, puisqu'aujourd'hui, mon père est l'offensé. Si l'offenseur est père de Chimène. Aimez-vous? De l'amour, j'ai toutes les fureurs. Pour qui? Tu vas ouïr le comble des horreurs. J'aime. À ce nom fatal, je tremble. Je frissonne. J'aime. Qui? Tu connais ce fils de l'Amazone? Ce prince si longtemps par moi-même opprimé? Hippolyte. Grand Dieu! C'est toi qui l'as nommé. Juste ciel! Tout mon sang dans mes veines se glace. Oh! Désespoir! Oh, crime! Oh, déplorable race! Voyage infortuné! Rivage malheureux! Fallait-il approcher de tes bords dangereux? Mon mal vient de plus loin. À peine, au fils d'Égée, sous les lois de l'hymen, je m'étais engagé. Mon repos, mon bonheur semblaient être affermis. Athènes me montra mon superbe ennemi. Je le vis. Je rougis. Je pâlis à sa vue. Un trouble s'éleva dans mon âme éperdue. Mes yeux ne voyaient plus. Je ne pouvais parler. Je sentis tout mon corps et transir et brûler. Je reconnus Vénus
et ses feux redoutables, d'un sang que le poursuit, tourments inévitables. Par des vœux assidus, je crus les détourner. Je lui bâtis un temple et pris soin de l'orner. De victimes moi-même à toute heure entourée, je cherchais dans leurs flancs ma raison égarée d'un incurable amour, remède impuissant. En vain, sur les autels, ma main brûlait l'encens. Quand ma bouche implorait le nom de la déesse, j'adorais Hippolyte. Et le voyant sans cesse, même au pied des autels que je faisais fumer, j'offrais tout à ce Dieu que je n'osais nommer. Je l'évitais partout. Ô comble de misère, mes yeux le retrouvaient dans les traits de son père. Contre moi-même, enfin, j'osais me révolter. J'excitais mon courage à le persécuter. Pour bannir l'ennemi dont j'étais idolâtre, j'affectais les chagrins d'une injuste marâtre. Je pressais son exil, et mes cris éternels l'arrachèrent du sein, et des bras paternels je respirais, et non. Et depuis son absence, mes jours, moins agités, coulaient dans l'innocence. Soumise à mon époux et cachant mes ennuis, de son fatal hymen, je cultivais les fruits. Vaine précaution, cruelle destinée, par mon époux lui-même à Trézène amené, j'ai revu l'ennemi que j'avais éloigné. Ma blessure trop vive, aussitôt a saigné. Ce n'est plus une ardeur dans mes veines cachées. C'est Vénus tout entière à sa proie attachée. J'ai conçu pour mon crime une juste terreur. J'ai pris la vie en haine et ma flamme en horreur. Je voulais, en mourant, prendre soin de ma gloire et dérober au jour une flamme si noire. Je n'ai pu soutenir tes larmes, tes combats. Je t'ai tout avoué. Je ne m'en repens pas, pourvu que de ma mort, respectant les approches, tu ne m'affliges plus par d'injustes reproches, et que tes vains secours cessent de rappeler un reste de chaleur, tout prêt à s'exhaler. Je voudrais vous cacher une triste nouvelle, madame, mais il faut que je vous la révèle. La mort vous a ravi, votre invincible époux, et ce malheur n'est plus ignoré que de vous.
Qu'est-ce donc? Qu'avez-vous? Laissez-moi, je vous prie. Mais encore? Dites-moi quelle bizarrerie! Laissez-moi là, vous dis-je. Et courez vous cacher. Mais on entend les gens au moins sans se fâcher. Moi, je veux me fâcher. Et ne veux point entendre. Dans vos brusques chagrins, je ne puis vous comprendre. Et quoi qu'ami, enfin, je suis tout des premiers. Moi, votre ami? Rayez cela de vos papiers. J'ai fait jusqu'ici profession de l'être, mais après ce qu'en vous je viens de voir paraître, je vous déclare net que je ne le suis plus et ne veux nulle place en des cœurs corrompus. Je suis donc bien coupable, Alceste, à votre compte? Allez, vous devriez mourir de pure honte. Une telle action ne saurait s'excuser. Et tout homme d'honneur s'en doit scandaliser. Je vous vois accabler un homme de caresses et témoigner pour lui les dernières tendresses. De protestations, d'offres et de serments, vous chargez la fureur de vos embrassements. Et quand je vous demande après quel est cet homme, à peine pouvez-vous dire comme il se nomme. Votre chaleur pour lui tombe en vous séparant, et vous me le traitez à moi d'indifférent. Morbleu, c'est une chose indigne, lâche, infâme, de s'abaisser ainsi, jusqu'à trahir son âme. Et si par un malheur j'en avais fait autant, je m'irais de regret pendre tout à l'instant. Je ne vois pas pour moi que le cas soit pendable. Et je vous supplierai d'avoir pour agréable que je me fasse un peu grâce sur votre arrêt, et ne me pende pas pour cela, s'il vous plaît. Que la plaisanterie est de mauvaise grâce. Mais sérieusement, que voulez-vous qu'on fasse? Je veux qu'on soit sincère et qu'en homme d'honneur, on ne lâche aucun mot qui ne parte du cœur. Lorsqu'un homme vous vient embrasser avec joie, il faut bien le payer de la même monnaie. Répondre comme on peut à ses empressements et rendre offre pour offre et serment pour serment. Non! Je ne puis souffrir cette lâche méthode qu'affectent la plupart de vos gens à la mode. Et je ne hais rien tant que les contorsions de tous ces grands faiseurs de protestations, ces affables donneurs d'embrassades frivoles, ces obligeants diseurs d'inutiles paroles qui de civilités avec tous font combat et traitent du même air l'honnête homme et le fat